Bienvenue à cette table ronde qui est malheureusement située après le repas, mais je suis sûr que le sujet intéresse beaucoup parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes et je vous en remercie. Donc je vais présenter, puisque j'ai la lourde tâche et challenge, comme les arbres savent le faire, et bravo pour le forum. Donc je vais me présenter, donc je suis Philippe Lost et je suis de la Bordeaux 201. Et donc moi je suis un entrepreneur, comme on dit, dans l'industrie, en montant une start-up à côté de mon PFE, donc ça c'est pour l'anecdote. Et aujourd'hui, donc, je suis cofondateur d'une foncière technologique qui s'appelle LaFab, qui veut disrupter le monde de l'immobilier pour l'industrie, donc intégrer beaucoup de technologies. Donc c'est certainement aussi pour ça qu'on m'a donné comme mission de modérer cette superbe table ronde qui s'appelle Le futur de l'industrie et non pas l'industrie du futur. Donc vous pouvez prendre 2 heures pour faire une dissertation là-dessus. Et donc je suis ravi d'annoncer sur cette table ronde, et bravo aux jeunes, parce qu'on voit bien la qualité de la table ronde. Ça donne encore plus de pression pour le modérateur que je suis, donc de les introduire avant d'attaquer donc le débat. Donc on a Christophe Liénard, qui est ici, à ma gauche, donc directeur central de l'innovation chez Bouygues Group, c'est ça, pas d'impair. Sébastien Petzel, directeur général de Petzel, qu'il aura l'honneur de vous présenter. Jean-Jérôme Semat, président directeur général France et NW Africa. Nord-Ouest Africa. Ouais. Nord-Ouest Africa, pardon, de Alpha Laval. Frédéric Vétil, directeur de la transformation digitale Manufacturing 4.0, dossier Safran. Et Raphaël Contamin, directeur général de Equance Digital. Vous inquiétez pas, ils auront l'occasion de présenter et vendre leur société à l'occasion de leur prise de parole. Donc le fil rouge de cette table, donc comme je disais, on est là pour parler du futur de l'industrie et à quel niveau. D'abord dans un niveau technologique, puisque comme vous le savez, on assiste donc à cette fameuse 4e révolution industrielle, d'où le 4.0. On voit beaucoup de technologies arriver, donc que ce soit les robots, les cobots, l'IoT, maintenant l'IA, et on pourra en citer plein d'autres. Et donc cet enjeu-là, il n'est pas si simple. On en parlait juste avant pour préparer cette table ronde. Et donc je pense que chacun de vous aura sa perception et sa vision de ce que doit être à leur niveau, dans leur industrie, donc le futur. Et quand on parle du futur, on ne peut pas oublier le volet environnemental. Et donc ça, c'est important, effectivement, dans cette table ronde, de faire quelque part la connexion entre les technologies et la durabilité. Et ça viendra en deuxième partie. Donc je vais attaquer de suite donc, la première question à monsieur Contamin. Donc je vais poser une question assez tarte à la crème, comme on dit, mais il faut bien commencer par ça, en demandant à monsieur Contamin quel est le niveau actuel, selon lui, de maturité technologique de l'industrie en France, en Europe, voire dans le monde. Mais allez-y, vous avez 4 minutes. Très bien, 4 minutes, facile, je prendrai quelques questions ensuite. Utiliser 2 chiffres pour fixer un peu les idées et répondre à votre question. Le premier chiffre que je trouve assez intéressant, c'est le taux de robotisation, c'est-à-dire le nombre de robots rapporté au nombre d'employés dans l'industrie manufacturière. On voit que dans le monde, la moyenne est à 150. On voit que les champions sont la Corée du Sud, ils sont à 1000. Il se trouve que je suis coréen du Sud, alors. Félicitations. D'origine. On compte sur vous pour nous aider à progresser. Les Allemands sont à 400, les Français sont à 180, juste au-dessus de la moyenne. Donc, premier indicateur intéressant. Deuxième indicateur, la part de l'industrie dans le PIB, c'est-à-dire la richesse de la nation. Et là, et son évolution depuis 10 ans, c'est intéressant aussi. Vous voyez que la Chine est à 40, assez stable. L'Allemagne est autour de 20-22
également assez stable, et la France, en 10 ans, est passée de 14 à 10%. Bon, ce pas des chiffres qui sont enthousiasmants, mais c'est des chiffres dont on doit avoir conscience pour se dire, en fait, pourquoi aujourd'hui on n'est pas à la fois plus présent dans le secteur industriel en France et que la technologie n'a pas plus pénétré. Et en fait, ce paradoxe, il est dur à expliquer parce que les technologies sont là. On l'a dit, vous aurez des exemples, l'automatisme, la robotique, l'IA dans l'industrie. Les technos sont là, même en connectivité, on parle de 5G. Vous voyez plein d'usines vitrines, vous voyez plein de showrooms, on en a, mes collègues en ont. Et on a l'impression que tout est disponible, alors on se dit pourquoi ça n'est pas déployé. Et pour moi, c'est ça la vraie question, et j'ai plusieurs éléments d'explication. Le premier, c'est ce qu'on appelle la legacy. C'est que notre tissu industriel, il est ancien, et que nos industries, elles ne parlent pas d'une feuille blanche. Et pour arriver à appréhender toutes les générations de technologies qui ont été déployées sur un site, c'est extrêmement compliqué. On travaille pour un Storengy, qui est l'opérateur d'infrastructures gazières. Il faut parfois rouvrir des salles d'archives pour arriver à comprendre comment en fait, les schémas d'infrastructure ont été pensés. Première raison, la legacy. Deuxième raison, les industriels, ils ont un enjeu de fiabilité et de disponibilité. Quand il y a un truc qui marche, on n'y touche pas. Ou quand on y touche, on a bien réfléchi à qu'est-ce que ça va nous faire gagner. Troisième enjeu, il y a eu un enjeu de financement aussi, c'est-à-dire capacité à investir dans les arbitrages bien souvent entre, on parle souvent l'arbitrage pour les consommateurs entre se payer le pain du jour ou se payer le pain de fin du mois, pour l'industriel c'est pareil. Et puis pour moi la dernière raison, c'est il faut arriver à avoir la capacité à agréger des briques technologiques ensemble. Il faut partir d'un cas d'usage, d'un besoin, connaître les technos qui existent et être capable de les mettre ensemble. Et ça, c'est le métier d'intégrateur. Donc moi, je dirige Equance Digital, comme vous l'avez dit. Equance Digital, c'est un réseau de 9000 intégrateurs en France et dans le monde. Et notre métier, c'est ça. On connaît les technos, on part des besoins clients, et à partir de là, on conçoit, on construit et on opère le meilleur projet. Je prends un exemple dans le secteur de l'ameublement. On avait un client qui s'appelle Sokoa dans les Landes. Il avait un enjeu de mise en palette et d'expédition de ses meubles. Donc ça, c'est de la robotisation classique, sauf que dans l'ameublement, vous n'avez pas des petites boîtes qui ont toutes la même forme. Donc il fallait être en capacité à la fois de robotiser sa chaîne, mais de développer un algorithme qui permettait, sous contrainte de poids, de forme et puis d'encombrement, de minimiser, par rapport à l'enjeu environnemental également, le nombre de palettes qui étaient constituées à partir de meubles. On a appelé ça le Tetris de la palette. Et un deuxième exemple, là on est plus dans le monde du foie gras, parce qu'on se rapproche de Noël. Ovalie, qui est un client dans l'industrie agroalimentaire, il fait du foie gras. Il faut savoir que le foie gras, on le fait qu'à partir des canetons mâles. Donc les canetons femelles, jusqu'à récemment, étaient broyés à la naissance. C'est la réalité de l'industrie agroalimentaire. Et ce qu'on a développé avec le CEA, c'est une chaîne robotisée avec un système de vision qui va être capable de repérer au stade embryonnaire les canetons mâles des canetons femelles dans lesquels il y a un gène albinos. Et en fait, ça permet quoi ? Ça permet d'automatiser la chaîne et aussi de réduire le broyage qu'il y avait auparavant des canetons. Et ça c'est la réalité du métier d'intégrateur. On n'a inventé aucune techno, mais on a su prendre les technos qui existaient et construire avec le client le bon projet. Merci Monsieur Contamin. Vous aurez droit aux questions évidemment à la fin, parce que si on prend les questions maintenant, ça va être compliqué. Donc je vais enchaîner la question à Monsieur Liénard. Un peu challenging puisqu'on parle beaucoup de l'IA. C'est vraiment le phénomène actuel, mais comme il aurait pu y en exister il y a 10 ans aussi. Enfin, chaque année, on a l'impression d'avoir un mot-clé important dans la transformation technologique. Donc elle est très présente dans les discours, dans le monde entier. Mais en fait, on se pose tous la question, d'où le challenging. Quelle est sa véritable utilité dans l'industrie d'aujourd'hui ? Donc
peut-être au début présenter un peu Bouygues. Donc moi je suis le directeur central de l'innovation du groupe Bouygues. Le groupe Bouygues, c'est un groupe qui a 6 métiers. 3 métiers dans la construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction, Colas pour les routes, Equans pour l'énergie et services, TF1 et Bouygues Télécom. Donc on est vraiment un groupe avec des métiers différents et où l'intelligence artificielle, pour revenir à cette question tout à l'heure, est intéressante. Donc on est présent dans 80 pays, donc moi j'ai la chance d'être dans l'équipe centrale pour déployer finalement l'innovation au sein du groupe. Donc on s'appuie sur cela, sur 3 piliers clés. Un premier pilier qu'on appelle l'exploration, et on retrouve l'exploration notamment dans l'intelligence artificielle pour pouvoir collecter les meilleurs cas d'usage, les meilleures technologies, les meilleurs business models un peu partout au monde. On a un bureau de veille aux États-Unis, un bureau de veille en Asie avec une présence à Tokyo, Séoul, Shanghai, également à Tel Aviv. Et ce qui nous permet, avec également les liens académiques que l'on a avec le MIT, avec le PFL, avec les arts et métiers, avec l'Institut Polytechnique de Paris, de pouvoir doper finalement cette exploration. Ensuite, une fois qu'on a fait cette exploration, ce qui est important, c'est de pouvoir catalyser finalement et pour passer à l'échelle. Donc on a un deuxième pilier qu'on appelle Cross and Catalyze qui nous permet justement de transversaliser et dans le cas de l'IA, on a créé une communauté de l'ensemble des data scientists du groupe qui travaillent du coup ensemble sur certains sujets. On a emmené une petite délégation, 50 data scientists avec 30 étudiants sur 2 sujets, comment grâce à la reconnaissance d'images améliorer la sécurité sur les chantiers, et un deuxième sujet sur l'énergie, comment améliorer la consommation énergétique des postes d'enrobés pour Colas. Donc on a en quelques jours trouvé 2 moyens de pouvoir accélérer ces 2 applications grâce à l'IA. Et puis ensuite, on a un troisième pilier qu'on appelle Change, parce que finalement, c'est un peu le sens de votre question, c'est une fois qu'on a une bonne idée, comment on fait pour déployer ça à l'échelle. Et donc, la question du changement et du changement dans les équipes est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, quand on parle d'IA, on voit qu'il peut y avoir un phénomène de rejet. Donc, on a co-créé un think tank qui s'appelle Impact AI, qui s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, l'éducation, le travail et l'éthique. Donc il y a aujourd'hui 85 sociétés qui participent à ce collectif, à peu près la moitié du CAC 40, des ETI, des startups, des écoles. Et on est d'ailleurs tout à fait dans la lignée du Paris AI Summit de février prochain sur ce sujet extrêmement important. Merci. Alors, je vous rassure, on est tous des gens physiques, hein. On n'est pas dans l'IA. Bientôt, ça sera certainement le cas, hein, d'avoir des environnements virtuels. Chez Safran, si je ne me trompe pas, il y a 230 usines, on a dans la grande masse, hein, et 28 000 machines pour se rendre compte de ce que c'est Safran en termes de capacité productive. Et comment donc une petite société comme Safran, je le taquine, elle s'adapte justement à cette révolution industrielle dans la réalité du terrain. Voilà, c'est ça qui nous importe, c'est loin des discours, du marketing, etc. Mais comment vous, chez Safran, vous vivez cette révolution? Je sais qu'elle est en cours. Merci. Merci pour la question. Donc, Safran, c'est un groupe qui travaille dans l'aéronautique, militaire et civile, donc dans la défense également, et dans le spatial. Donc c'est, comme tu l'as dit, 230 usines dans environ 50 pays, 100 000 personnes, dont 52 000 dans les opérations. Donc évidemment, vous êtes les bienvenus, jeunes gens, au sein de cette magnifique maison dans laquelle je suis rentré il y a 33 ans. Donc on peut y faire une très belle carrière. La transformation digitale chez Safran, elle n'a pas été lancée à un moment donné, elle a été réalisée depuis les années 80 dans le cadre de la révolution 3.0, lorsqu'on a commencé à numériser et à généraliser les commandes numériques dans les machines-outils, dans les moyens de contrôle de type machine à mesurer tridimensionnelle. Et puis ensuite, c'est une évolution finalement qui est relativement lente mais effective depuis les années 80 et qui a été
été accélérée par un certain nombre de facilitateurs. Alors, dans le 4.0, il y a tout un tas de buzzwords, donc les fameux enablers dont tout le monde parle, comme le cloud, l'IA, l'IoT et tout un tas de magnifiques technologies vendues dans tout un tas de salons par des gens qui sont extrêmement compétents. Toutefois, comme tu l'as amorcé tout à l'heure, Safran, c'est 230 usines, et pour la plupart de ces usines, ce sont ce qu'on appelle des usines legacy, avec des machines-outils, des moyens qui ont plus de 5 ou 10 ans. Et donc, quand on veut connecter ce type de moyens, il faut trouver des gens qui ont la compétence de lire la doc technique pour ensuite le plugger et récupérer l'information ad hoc pour enregistrer la donnée et ensuite piloter les dérives. Donc cette histoire de numérisation du groupe Safran, elle a été lancée depuis longtemps et accélérée depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, les grandes réalisations du groupe, ça n'a pas été la mise en place de l'IA. Les grandes réalisations du groupe, ça a été d'identifier les métiers dont on a besoin. Donc les fameux 7 métiers de la donnée, data manager, data architect, data scientist, data analyst, data engineer, data steward, qui sont des métiers absolument cruciaux et qui n'existaient pas auparavant. Si vous voulez piloter votre entreprise par la donnée sans ces métiers, vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est la première chose, identifier les key people en charge du sujet. Ensuite, il a fallu mettre en place des fondations. Les fondations, aussi basiquement parlant que ça s'appelle un ERP, un Manufacturing Execution System, un PLM, et c'est un exercice dans lequel on est lancé depuis une dizaine d'années. Et enfin, grâce à la mise en place de ces fondations, et certaines usines, environ 40 dans le groupe, disposent de la totalité de ces briques logicielles, on est capable de connecter la totalité des moyens et de commencer à avoir des corrélations effectives, ce qu'on appelle un Ishikawa numérique ou un diagramme de Poisson, pour ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. On est capable de voir des dérives dans notre système de production alimenté de données parce que les éléments contextuels de l'activité industrielle sont disponibles dans nos systèmes. Ça n'était pas le cas auparavant et c'est grâce donc à la mise en place de ces fondations qu'on arrive enfin à trouver de la valeur dans notre transformation digitale. Vaste sujet, hein. Vaste sujet. On va passer à mon coup de cœur de la table ronde. Je l'ai dévoilé parce que on a M. Petzl qui est le digne successeur de la famille Petzl, qui a sa société, qui est une belle PME ETI comme on les aime, qu'on en voudrait plus en France, qui va dire ce qu'il fait parce que c'est finalement un produit assez courant. Et dans le métier, on appelle ça, comme un frigidaire, on appelle ça un Petzl. Ouais, un Petzl. Ou une Petzl. Ou une Petzl. Bon, je vois qu'il y a une bonne ambiance. Donc, Monsieur Petzl, vous allez quand même nous présenter votre société, votre maison Petzl. Et nous dire à votre niveau, parce qu'en France, on a beaucoup de PME et ETI, donc c'est important d'avoir cette voix. Quels étaient effectivement vos enjeux à l'échelle d'une PME qui s'appelle Petzl par rapport à la transformation technologique? Oui, alors bonjour, je m'appelle Sébastien Petzl. Donc la société Petzl, on fabrique ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire des harnais, des casques, des mousquetons, des cordes, tout ce que vous voulez pour évoluer sur corde. La société a été créée par mon grand-père à l'époque. C'était un passionné de spéléologie et un inventeur talentueux. Et il a commencé à développer des outils pour aller dans les grottes, c'est-à-dire qu'il avait besoin de voir, donc il a développé de l'éclairage. Et puis il avait besoin de monter et de descendre sur corde, parce que dans une grotte, c'est pas toujours l'idéal, il faut passer par des trous. Et il a développé tous ces outils-là. Et à partir de là, c'est là où la saga Petzl a commencé. Mon père est passé à l'âge industriel pour la société Petzl. Et puis maintenant, mon père commence à avoir l'âge de ses artères et il est en train de transmettre à ses 2 enfants. Donc il y a mon frère, Olivier, qui lui s'occupe dans Petzl de tout ce qui est commerce, communication et marketing, et moi qui suis côté développement produit et RSE. Alors la robotisation, l'automatisation, c'est quoi pour une PME comme Petzl ou une ETI?
Je suis un peu le petit pousset de toutes ces grandes marques là, parce que nous on est beaucoup moins gros. On a 4 usines dans le monde, dont 3 en France. On a entre 1000 et 1400 collaborateurs. C'est d'abord une absolue nécessité. C'est une nécessité parce qu'on a un énorme défi en termes de qualité. Faut comprendre que mon métier, c'est avant tout assurer la sécurité des utilisateurs. Et je n'ai pas le droit à l'erreur. Si je dois juste donner un chiffre, actuellement, au moment où je vous parle, il y a 10 millions de personnes qui sont suspendues à un produit Petzl. Ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes qui nous font confiance en permanence, et qui nous mettent leur vie entre nos mains. Donc on ne doit pas flancher, on n'a pas le droit de flancher. Et donc on est obligé d'investir lourdement dans tout ce qui est robotisation, automatisation, contrôle, pour s'assurer qu'il n'y a absolument aucun défaut dans les produits que l'on délivre. Et c'est un engagement de tous les jours. Chez Petzl, ça a commencé par une grande prise de conscience en 2012, parce qu'on a eu un accident en 2012. On a eu une longe qui n'avait pas été sécurisée et on a eu quelqu'un qui est tombé. Et à partir de là, on a mis tout ce qu'on pouvait pour réinventer notre métier, définir des nouveaux normes, des nouvelles standards pour notre métier. Et ça fait très mal, et on est en train d'arriver au bout. En 2024-2025, on est en train d'arriver à avoir tout passé. Mais ça a été très très dur, très laborieux, et on a utilisé beaucoup de notre créativité que l'on met dans les produits. On l'a aussi beaucoup utilisé pour la mettre à disposition des moyens industriels qui permettent d'assurer cette sécurité-là. Donc oui, c'est des très gros moyens, et puis c'est aussi l'objectif, c'est aussi d'être beaucoup plus compétitif. Pour donner pourquoi c'est important aussi, si je dois donner un exemple, notre usine en Haute-Savoie, en Savoie, sort 4 millions de mousquetons par an, à peu près. 4 millions de mousquetons, c'est, on va dire, un mousqueton toutes les 4, 5, 6 secondes. Et sur ces 4 millions de mousquetons, il y a le droit à 0 erreur. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en avoir un dans la nature qui va avoir un problème. Et bien tout ça, ça peut se faire que par de la robotisation, que par de l'automatisation. L'homme est bien évidemment là, mais par contre, on a besoin de ces outils-là. Après, si je dois basculer sur et en quoi c'est dur et pourquoi c'est compliqué pour une ETI, d'abord c'est des moyens colossaux. C'est quand on investit dans une ligne de production, dans ces lignes de production, c'est des moyens énormes. Et ça nous pose de vrais problèmes en termes de résilience, et on l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, on arrête tout, mais les machines, elles sont là, et il faut continuer à les payer. Donc ça, on peut beaucoup plus difficilement s'adapter. C'est un défi en termes de compétences et de savoir. Nous, on est petits, on est un peu le petit pousset, et il faut qu'on maintienne toutes les compétences pour s'assurer que toutes ces machines-là tiennent. Et puis, c'est pour moi aussi un énorme enjeu côté humain, pour pas que les gens perdent le lien avec la réalité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos opérateurs deviennent des presse-boutons. Et ils appuient juste sur le bouton parce qu'il faut appuyer sur le bouton. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils aient toujours conscience de ce qui se passe, de ce qu'ils sont en train de faire, pour toujours essayer d'identifier si par hasard, il y a un truc qui n'a pas été forcément bien coté ou qui n'a pas été forcément identifié, et ils puissent l'identifier pour encore assurer la sécurité de l'utilisateur. Et ça, c'est un peu notre challenge de tous les jours, c'est oui, automatiser, c'est bien, mais en même temps, il est important d'investir aussi très lourdement dans les hommes pour s'assurer qu'ils soient toujours là et toujours compétents et toujours au top. Voilà, en résumé. Bravo. Rien à dire. Je suppose que vous intervenez pour le Vendée Globe ou... Il doit y avoir, oui, il y a des harnais, il y a des lampes qui sont sur les bateaux. Alors les lampes c'est compliqué, mais il y a des harnais pour qu'elles doivent monter dans les mâts ou dans les choses comme ça. Merci. Donc on va passer à Monsieur Semat, qui aura l'honneur de finalement faire la transition avec les enjeux de durabilité. C'est un peu lié par rapport à votre activité. Donc on parle du futur de l'industrie, on parle beaucoup de technologie.
Et on sait tous que ça a été déjà un peu évoqué par M. Petzel, que sans les hommes, on ne réussit rien. Et dans ce cas de figure de la transformation par la technologie, qu'est-ce que vous, dans votre société que vous allez nous présenter, vous abordez ces questions du lien entre la technologie, l'homme et la planète finalement? Votre triptyque de la fin est un bon résumé. Ce qui m'a intéressé sur cette table ronde, c'est qu'on souhaite parler en fait du futur de l'industrie. Mais pour comprendre le futur, il faut regarder aussi le passé. Et si tous on fait un effort, en fait, et là, la jeune génération qui est là, si on leur demande juste de regarder et de penser à la vie qu'avaient leurs grands-parents au même âge. En fait, ils avaient une vie complètement différente. Et c'est vrai pour nous tous ici. Et grâce à l'industrie, et merci à l'industrie, en fait, elle a changé complètement notre vie. Et on ne le voit pas aujourd'hui. Hein. Donc les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, pour eux, c'est complètement normal. On ouvre le robinet, il y a de l'eau, elle est propre, c'est sanitaire. On veut de la nourriture, on va au supermarché, on appelle Uber Eats, on a un téléphone portable, et ainsi de suite. L'espérance de vie a fortement augmenté. Tout va très bien et c'est formidable. Mais, parce qu'il y a un mais, qui est important, c'est quand même cette industrie, elle a un impact, et on le sait aujourd'hui. Et cet impact, en fait, il est environnemental, à la fois sur la biodiversité, sur nos ressources. Et ça, c'est quand même un problème. Voilà, donc les émissions de CO2. Donc ça implique pour nous, industriels, voilà, de changer complètement et de réfléchir en fait sur nos modèles et notre impact environnemental. Donc ce qu'on va faire à Alfa Laval, nous, notre métier, on est fabricant, on est industriel, on fabrique des produits. On est un groupe suédois, vieille entreprise, 140 ans. C'est la première entreprise suédoise installée sur le territoire français, puisqu'on est arrivé en 1907. Notre créateur, c'était aussi un nom de famille, c'était Gustave de Laval, voilà, d'où le nom de l'entreprise. Donc l'historique, ça nous porte aussi, j'irai à cœur. Et notre métier, c'est de fabriquer des produits. On a 3 technologies en fait. On fait de l'échange thermique, des échangeurs à plaques. On fait de la séparation de fluides et du transfert de fluides. Donc on est vraiment dans le cœur de toutes les industries, soit de l'agroalimentaire, du transport maritime ou de la production d'énergie. Et en fait, on va faire un focus pour aider les clients et les accompagner à la fois pour réduire et optimiser leur consommation énergétique, réduire et optimiser leur consommation en eau dans les process. On a parlé que vous avez eu un parcours dans l'agroalimentaire. On utilise beaucoup d'eau dans l'agroalimentaire sur les phases de nettoyage. Et aussi, il y a toujours des résidus. Vous parlez de la volaille. Et la volaille, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette volaille qui est... nous, on va la récupérer. On va récupérer de la protéine, par exemple, et on va la valoriser. Et on sait qu'on a un problème de protéines aussi, à la fois pour nourrir les animaux et l'humain, puisque la population grandit. Donc il y a tous ces enjeux en fait, qui se concentrent, je dirais, sur notre humanité au sens large. Et nous, on va pouvoir intervenir, je dirais, là-dessus, sur ces éléments-là. Il y a un point, on parle de technologie et on a parlé aussi d'investissement beaucoup. Et je m'aperçois que souvent on est sur des sujets qui sont un peu sexy quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de industrie 4.0. Et je m'aperçois que aussi, il faut qu'on rénove aussi nos sites industriels. Et nous, on le voit chez nous. On a 5 usines en France, de manière à les moderniser. Et ce qui est important, c'est pour moi, il y a 2 sujets en fait. Il y a à la fois l'humain, où il faut accompagner en fait les hommes autant en termes de formation et leur donner du sens aussi. Pourquoi on fait tout ça? Dans quel intérêt? Et il y a un aspect aussi qui est souvent oublié, et c'est pas des gros investissements, mais c'est de faire différemment. C'est toute la partie de la maintenance en fait. Parce que vous avez des équipements existants, et si je fais le lien avec les consommations énergétiques, si je fais le lien avec les émissions de CO2, et notamment dans l'échange thermique, c'est très prégnant. Des échangeurs thermiques mal entretenus, c'est 2,5% d'émissions de carbone en plus. Ouais, donc c'est pas neutre. Donc voilà, donc il y a des petites choses à faire comme ça, sur lesquelles c'est pas de la grande techno, c'est des choses assez basiques, mais ce qui va être en fait l'élément moteur, c'est l'humain. Voilà, donc au-delà de, je dirais, de faire des études techniques brillantes que font tous nos jeunes ici, il y a un élément sur lequel il faut qu'ils s'intéressent en fait, c'est aussi dans leur carrière et dans leur développement, qu'ils s'intéressent aussi beaucoup à l'humain et comment donner du sens à nos métiers techniques et à l'industrie. Donc je pense que voilà, l'industrie du futur, elle touche ces points-là. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on a un slogan ici, c'est nos industries responsables, aux arts et métiers, donc vous l'avez très bien traduit.
Quand on parle technologie, en fait, c'est finalement quelque chose de récent et c'est pour ça qu'on est moins sensible à cette approche-là. C'est que intégrer de la technologie, ça peut polluer aussi. Malgré que ce soit du 4.0 et encore pire l'IA, puisqu'on découvre effectivement l'impact des serveurs, enfin, pour donner un cas qui est facile à comprendre. Et donc, Monsieur Vétil, chez Safran, vous qui votre job 24/24, j'allais dire, c'est pas faire de la maintenance, mais de la hotline, mais c'est d'intégrer ces nouvelles technologies. Quel est votre votre souci, parce que je sais que vous êtes soucieux chez Safran de la durabilité, qui est un gros mot, mais quelle est votre approche de cette problématique qui se pose, que plus on intègre de la technologie, on peut aussi effectivement finalement ne pas diminuer notre impact environnemental. Alors, chez Safran, je vais juste rappeler les 3 axes majeurs lancés par notre directeur général depuis 2021. Le premier, c'est la souveraineté, pour des raisons évidentes en cette période troublée. Le deuxième, c'est la durabilité, ou sustainability, dans le scope 1, 2 et 3. Donc je pense que vous êtes tous familiarisés avec le scope 1, 2 et 3. Notre supply chain, nos usines, c'est le scope 1 et 2. Et évidemment, comme on fait voler des avions, il faut aussi qu'on s'occupe de ce qui se passe chez nos clients. Et donc faire des développements, évidemment, qui réduisent notre empreinte carbone. Et puis le troisième, c'est la transformation digitale. Alors transformation digitale, c'est assez curieux finalement de mettre dans les 3 axes un moyen qui n'est qu'un moyen de faire les 2 premiers. Mais il y avait une nécessité d'accélérer. Donc il y a chez Safran, je vais donner quelques exemples histoire d'illustrer ce qu'on a fait en matière d'intelligence artificielle depuis environ un an et demi. Et puis je compléterai par notre orientation pour éviter de faire de la consommation de la donnée pour faire de la consommation de la donnée. Donc il y a 2 axes sur lesquels on est très très engagé chez Safran en matière de développement d'IA. C'est le premier, systématiser l'inspection numérique dans toutes nos usines. Dans l'aéronautique, il y a un slogan qui n'est vraiment pas galvaudé qui s'appelle Quality First. Il n'y aura jamais chez Safran de balancing entre une performance économique et un niveau de qualité. C'est Quality First. Donc Quality First, ça veut dire, et ça se traduit par le fait que sur nos 30 000 opérateurs chez Safran, il y en a 4 000 qui ne font que des activités d'inspection. Et sur ces 4 000, il y en a 2 500 qui font de l'inspection visuelle. Faites une inspection visuelle pendant 8 heures sur des petites aubes de turbines comme ça. Ça va vous amuser pendant un stage ouvrier, pendant éventuellement 1 mois, mais le faire toute l'année, tous les jours, c'est extrêmement fatigant et il faut absolument que nos usines bénéficient d'une aide à la sanction via une numérisation de l'inspection, computer vision, et après du développement d'algorithmes capables de détecter des rayures de quelques centièmes, des chocs matières de quelques centièmes sur des pièces extrêmement critiques. Donc on a décidé de déployer ça largement. Il y aura plus de 160 machines, c'est Safran, qui vont déployer ce type d'inspection sur des composants ou sur des assemblages. Ça, c'est le premier cas d'usage d'IA. Et ce sera relativement sustainable puisque tout ça tournera en edge. On ne va pas s'amuser chez Safran à faire tourner sur quelques gigaoctets de données un calcul en GPU en cloud. C'est une aberration puisque l'image est générée dans notre usine. Donc on fera tourner le code dans l'usine. Et le deuxième cas d'usage d'IA, c'est évidemment de l'IA générative. Le gros intérêt chez Safran et dans l'aéronautique, c'est qu'on a constitué des bases de données structurées dans le cadre d'une maîtrise de la traçabilité depuis les années 80. Et ça, c'est du pain béni pour l'IA générative. Vous donnez une base de données structurée à une solution comme Mistral, vous lancez du Bedrock en AWS, et quelques semaines après, vous avez un chatbot qui aide l'ingénieur à répondre à une dérogation en se plongeant sur les 30 ans de dérogation au traitement des anomalies. Donc on a 5 cas d'usage d'IA générative qui ont été déployés cette année et qui nous permettent
entre autres de satisfaire et de mieux répondre à nos clients, mais évidemment d'accélérer également les développements de nos nouveaux produits qui réduiront notre empreinte. Merci de nous partager. Je vois que c'est très intéressant de nous partager cette expérience qui est quand même un peu sensible. Et donc, je vous remercie quand même de donner ce qui se passe chez Safran de manière très concrète. Alors, quand on parle de durabilité, Monsieur Petzel, ben oui, il faut. Pourquoi ? Alors, pour ceux qui sont en train de dormir, je pense que j'aurais été à votre place, j'aurais fait pareil. Mais pour éviter de dormir. Ah, mais je vais pas parler d'IA, moi. Non, c'est pas pour vous. Pour éviter de dormir, ça c'est pour le public. Je vous demande de préparer une question. Voilà, comme ça on maintient l'attention. Alors, Monsieur Petzel, je sais que vous êtes très engagé sur l'environnement, sur la planète. Et donc, je voulais quand même que vous nous disiez, vous, concrètement, ce que vous avez pris comme initiative dans votre société. Oui, alors d'abord, c'est une conviction personnelle. Hein. J'ai des enfants et je veux leur livrer une planète au moins en aussi bon état que celle qui m'a été livrée. Et puis après, si je change de casquette et que je pars sur une casquette d'actionnaire pur, c'est un risque. Le risque de réchauffement climatique, le risque des limites planétaires, le risque des ressources qui vont manquer. Et tout ça, les entreprises se doivent de l'adresser et au mieux de ce qu'elles peuvent faire, en mettant les moyens qu'elles peuvent faire et dans les environnements de challenge que nous avons actuellement. Alors nous, on a fait chez Petzel, alors ça va aller assez vite, vous allez voir, mais on a fait un schéma un peu particulier, un peu singulier, que je n'ai jamais vu ailleurs. Actuellement, les entreprises, on est à peu près tous en phase de budget, vous le savez, et les budgets, ça se tend, et chez Petzel, à chaque fois, comme c'était tendu, les premières lignes qui sautaient, c'était les lignes RSE, parce que tout le reste est absolument indispensable, vous comprenez. Et donc on a décidé avec la famille de financer la transformation de Petzel et pour pas que l'opérationnel soit impacté. Donc la famille subventionne à hauteur de 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise directement l'exploitation pour enclencher des changements, enclencher des modifications, faire des travaux de recherche pour identifier des nouvelles débouchés. Ça fait quand même des très belles sommes et ça nous permet d'enclencher la transformation dans l'organisation. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs qui vont travailler, vont faire de la recherche amont pour trouver des matériaux alternatifs, pour trouver des matériaux moins impactants, pour aller développer des nouveaux process de production qui sont encore moins impactants. Moi, je vais travailler l'acier, donc je vais avoir des forges, je vais avoir des anodisations, je vais avoir tout ce genre de choses. Et comment est-ce qu'on peut faire pour impacter moins ? Donc, on finance cette recherche amont, on finance l'éco-conception des produits, comment ne pas mélanger les matières. Si je vous prends les cordes, il y a plein de matières différentes dans une corde. Ça paraît sympa comme ça, mais quand ça arrive derrière en recyclage, c'est vraiment compliqué. Donc comment est-ce qu'on peut mieux concevoir pour que ça soit plus facilement recyclable dans un second temps ? Et puis on va aussi travailler sur la durabilité en général. Alors la durabilité, c'est un gros mot qui est en fait constitué de 3 mots. Je ne sais pas si vous les connaissez les 3. Il y a fiabilité, robustesse et réparabilité. Donc on va travailler sur chacun de ces pans. Comment faire en sorte que nos produits soient plus durables, durent plus longtemps ? Comment faire en sorte que nos produits, au bout d'un moment, on va pouvoir remplacer des pièces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sachant que dans tout ça, on parle de pays avec safety first en priorité, la qualité, on n'a pas le droit d'y déroger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est des très gros challenges. Et puis, on va aussi financer d'autres choses. On va aussi financer la modification de nos bâtiments, de nos usines. On est beaucoup moins ancien qu'Alfa Laval, mais on date de 1970, donc on a des vieilles usines qu'il faut aussi remettre au goût du jour, qu'il faut aussi mettre aux normes environnementales.
On va aller aussi financer faire évoluer les normes. Donc on va avoir des lobbyistes. C'est pas méchant, c'est pas vulgaire. Il y a des gens qui font très bien leur boulot dans les lobbies pour faire évoluer les normes, les standards. Aujourd'hui, on ne pouvait pas fabriquer un EPI. On devait utiliser que de la matière vierge pour fabriquer un EPI. Donc on reprend toutes les normes qui sont applicables à nous, et il y en a, je ne peux plus vous dire le chiffre, mais à peu près 70 normes. Et dans chacune des normes, on descend en comité de normes pour aller faire entendre notre voix et faire évoluer pour qu'on puisse utiliser d'autres matériaux, des matériaux alternatifs ou des matériaux recyclés. Et puis on va aussi faire évoluer les usages. On a des lois qui nous contraignent, qui nous empêchent de pouvoir partir dans une économie d'usage, parce qu'on voit bien qu'arrive devant nous l'économie d'usage plus que de l'économie matérielle. Je vous vends un produit, mais je vous vends plutôt un usage. Et là, on est encore dans le monde de l'EPI, très restreint, et on a des groupes de lobby qui vont aller travailler pour faire en sorte qu'on puisse basculer sur une économie d'usage. Donc tout ça, c'est tout financé par ces sommes-là. Et puis, il y a plein de choses où on va reprendre tous les cycles de vie du produit. Donc c'est un énorme travail, c'est excessivement passionnant. C'est vraiment passionnant parce que Petzl a toujours été innovant, toujours inventé des solutions singulières. Et là, la RSE nous permet de trouver un nouveau champ de singularité qui est absolument exceptionnel pour nous. Donc beaucoup de challenges en même temps, mais on va réussir et j'en suis certain. Bravo. Donc on commence à répondre à la question le futur de l'industrie. Je pense que là, on n'y est pas loin. Monsieur Liénard, j'ai une question, pas 1 million ou 1 milliard, mais qui est importante pour les jeunes en particulier. C'est qu'au sein de Bouygues, on veut savoir comment la technologie elle peut relever ce défi à la fois environnemental et social qu'on est en train de vivre, parce que c'est plus le futur, c'est bien le présent. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Bien sûr. Donc mon job, c'est effectivement de regarder un peu le coup d'après. Et quand on regarde déjà les chiffres, par exemple, de Bouygues, on consomme 10,5 TWh d'énergie par an, grosso modo deux tranches nucléaires, et on a une empreinte carbone d'un peu plus de 21 millions de tonnes équivalent carbone. Donc il faut bosser sur l'énergie et bosser sur l'empreinte carbone. Bosser sur l'énergie, c'est quoi les solutions pour demain et les raisons d'espérer dans la technologie pour demain ? 2 exemples. Premier exemple que j'ai visité en mi-septembre, une société qui s'appelle CFS, Commonwealth Fusion System. Ces gens-là c'est un spin-off du MIT, ils font de la fusion nucléaire, ils veulent faire de la fusion nucléaire, un peu comme ITER, mais ITER est dans un montage un peu compliqué, 25 pays. Eux, ils sont dans une structure courte et ils vont, dès 2026, produire les premiers plasmas pour pouvoir, en 2030, être commercial dans une solution qui permettra de remplacer les centrales de 400 MW par des centrales en fusion nucléaire. Donc je suis allé dans l'usine, il y a une vraie réalité de ce sujet-là. Le deuxième exemple est plus français. C'est une société française qui s'appelle Switch Energy et qui permet de récupérer de l'énergie électrique à partir de la différence de salinité entre l'eau douce et l'eau salée. Et le déploiement, ou en tout cas la première expérimentation est prévue pour la fin de l'année 2024, donc c'est demain matin, sur le Rhône. Et à terme, sur le Rhône, il y aurait la capacité de produire à peu près l'équivalent d'une tranche nucléaire. Et au niveau mondial, de pouvoir être à 2500 TWh de production, donc autant que la puissance nucléaire mondiale installée. Donc c'est pas neutre. Donc là, on voit, rien qu'avec 2 exemples, on se dit mais il y a des choses qui bougent. Ensuite, sur l'empreinte carbone. Sur l'empreinte carbone, là aussi, 2 exemples. Un premier exemple qui est né avec les batteries. On sait que pour fabriquer
pour fabriquer du ciment, il faut du calcaire, CaCO3. Quand on réalise le clinker, par définition, il y a le CO2 qui s'échappe. En plus, il faut chauffer à 1400 degrés, donc à nouveau une source d'émissions de CO2 supplémentaires. Et donc, il y a une petite équipe de cadors de l'électrolyse qui ont trouvé un moyen de faire du ciment à température ambiante, donc pas de chauffe, et à partir pas à partir de calcaire, à partir d'un autre matériau qui est présent sur la croûte terrestre, et donc sans dégagement de CO2. Donc là, à nouveau, faire du ciment véritablement zéro carbone, c'est possible. Et puis, comme j'avais cité tout à l'heure une entreprise, une start-up française pour la construction, je vais également citer une start-up française qui s'appelle Woodoo et qui permet de faire des structures en bois avec une résistance aussi forte que l'acier et 2 fois moins cher que le béton. Donc voilà, 4 raisons d'espérer dans la technologie tout de même. Merci Monsieur Lénard. Effectivement, c'est assez impressionnant. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein d'étudiants qui vont venir toquer à votre porte, mais je suis aussi certain que ça sera dans toutes les autres sociétés. Je vous disais qu'on a des intervenants de qualité et vous en êtes la preuve. On va terminer sur... parce qu'il y a beaucoup de jeunes et c'est un forum des arts et métiers pour la jeunesse, des métiers, en fait, de l'évolution des métiers. Et ça, je pense que tous les jeunes vont à défaut se réveiller, vont être attentifs. Donc, je vais laisser l'intervention à M. Contamin, puisque vous, avec Equance Digital, vous êtes clairement dans la techno. Hein. Voilà, on va pas passer du temps là-dessus, mais c'est vous, je pense que effectivement, vous voyez l'évolution aussi bien chez vous qu'aussi bien chez les clients industriels, de cette évolution des compétences, voire des métiers nouveaux. Donc, je voulais vous poser juste une question pour vous. Quels sont les métiers, quelque part, d'avenir dans cette ère de la transformation technologique qui est plus automatisée, plus digitale, je ne reviendrai pas dessus. Est-ce qu'il faut plus de qualifications ou moins de qualifications ou du en même temps? Voilà, je vous laisse répondre. Merci. Alors je vais rebondir sur votre en même temps avec finalement un message qui est la réponse évidente, c'est les métiers vont changer. On va avoir besoin de nouvelles compétences. Frédéric l'a dit, hein, des nouveaux métiers dans la data, il vous en a cité 7. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, très concrètement, les gens dont on manque, c'est des gens qui ont un peu l'histoire des technologies anciennes. On parlait tous de legacy, de capacité à comprendre comment fonctionnent les équipements. Et en fait, un vrai sujet qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir la transmission de ce savoir entre les gens qui ont passé 30 ans sur certaines machines et puis le moment où on voit leur retraite qui arrive. Donc, il n'y a pas une réponse unique. C'est pour ça que je m'en sors par un même temps. Il y a à la fois des nouveaux métiers et il y a aussi des compétences sur lesquelles il va falloir qu'on arrive à continuer à capitaliser, et donc des gens qu'il faut qu'on inscrive dans cet enjeu de transition digitale et pas de les laisser à côté. Il y a aussi des métiers, selon moi, nouveaux qui arrivent et qui sont des opportunités pour les jeunes dans la salle. Il y a un métier pour moi qui est le conseil stratégique, mais un conseil stratégique avec une vraie compréhension du terrain. En fait, c'est le métier que fait Frédéric chez Safran, qu'il a bien expliqué, mais toutes les boîtes, les ETI, n'ont pas de quoi se payer une entité interne qui est sur c'est quoi les enjeux à la fois RH, technologiques, de changement des métiers, pour mener ma transition digitale. Donc nous, on intervient en amont Equance, mais on travaille notamment avec un cabinet qui s'appelle Indito Consulting et qui est un cabinet qui est sur du conseil stratégique orienté dans le monde industriel. Et là, je pense qu'il y a des métiers qui sont très intéressants. Après, il y a un deuxième métier qui est aussi sur, vraiment, encore une fois, de la chefferie de projet, mais avec une dimension de conception. Et ça, c'est le métier d'intégrateur. Les projets digitaux, ils sont composites. C'est pas une techno qu'on déploie, c'est plusieurs technos qu'on agrège pour répondre à un besoin. Je prends un exemple encore, parce que moi j'aime bien parler de projets concrets, je trouve que ça donne de la réalité.
qui est en lien avec la durabilité. À partir du 1er janvier, la loi qui s'appelait Egalim, et puis après il y a la loi climat et résilience, ont interdit en France d'utiliser dans les cantines ou dans les cantines privées ou publiques, vous savez, ces bacs là qu'on a tous vus là, qui étaient servis à la cantine, les bacs flexibles, et puis qui étaient jetés après. Donc elle dit il faut passer à une économie circulaire. Donc il faut qu'une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais comment vous faites pour avoir des bacs inox qui sont acheminés, lavés avec le bon degré de qualité? Il y a une boîte qui s'est montée, un syndicat d'économie mixte, une boîte qui s'appelle la Sémélog, qui a agrégé des acteurs publics et privés du territoire, qui a dit nous on va monter des laveries industrielles pour arriver à faire ça. Mais une fois qu'ils ont dit ça, il faut un chef de projet qui connaisse les technos et qui soit capable de mettre ensemble un groupement avec un génie civiliste, avec un fabricant de laverie, et puis avec un intégrateur digital, donc en l'occurrence Equance Digital, qui va faire la partie robotique pour convoyer tous les bacs, qui va faire la partie computer vision pour vérifier qu'en sortie de bac, il n'y a pas de tâches et qu'on peut bien renvoyer les bacs vers les laveries. Donc voilà, en réponse à votre question, en même temps, les métiers de la data, c'est sûr, mais aussi les métiers du conseil stratégique pour l'industrie et les chefs de projet avec une dimension conception. Voilà, si j'ai quelques conseils à donner aux jeunes dans la salle, pour moi, ça, c'est des vrais métiers d'avenir. Merci. On va terminer, même si effectivement on pourrait débattre longuement de ce sujet du futur de l'industrie, répondre à cette question. Avant de passer aux questions-réponses, on va terminer avec monsieur Semat, qui a une particularité, qui me plaît bien, c'est que votre société est née en Suède. Donc, je voudrais que vous preniez un peu cet angle de réponse en disant la Suède, on sait tous que c'est un peu un leader ou en tout cas un rôle modèle sur les enjeux de durabilité et de transformation. Chez eux, par rapport à la France, les ingénieurs suédois sont-ils plus en avance? Sont-ils mieux formés? Sont-ils mieux adaptés? Ou en tout cas, voilà, c'est la question avec la Suède qui, je pense, est intéressante versus en France. Et juste terminer que on n'est pas là, effectivement, on est tous convaincus que être formé ingénieur à un instant T, comme moi j'ai pu l'être, comme vous tous, la question n'est pas de dire on est prêt pour l'IA aujourd'hui. La question, je pense, c'est pour ouvrir un peu le débat après pour la question-réponse, c'est est-ce qu'on est en capacité finalement de suivre cette évolution? Et je pense que c'est une des, à mon avis, des clés voilà, du débat. Vous me posez la question sur la culture suédoise. Moi, je suis rentré chez Alfa Laval en 2011 et je me suis beaucoup interrogé en fait sur cette culture des pays nordiques. On est aussi une société globalisée, hein, donc chez nous, il n'y a pas trop de nationalité entre guillemets, puisqu'on est 20 000 dans le monde entier. Et je me suis interrogé, mais surtout cette culture suédoise, en fait, elle est très ouverte. Comme c'est un petit pays, en fait, c'est un pays qui est ouvert sur le monde. Et après, vous avez une culture éducative hein, qui est beaucoup en fait sur la co-construction, sur la décision partagée, très orientée en fait sur l'humain et sur l'implication et l'autonomie. Donc ça, c'est des choses où en fait, dans la transformation, parce que ce dont on est en train de parler, c'est la transformation de notre industrie, quels que soient les angles que l'on prenne, hein, digitalisation, décarbonation, une terre d'avenir, voilà, pour tous les jeunes qui sont ici. Il y a un moment donné, va falloir impacter en fait l'humain, et donc il faut donner du sens à ce qu'on fait. Il faut avoir une vision qui est une vision partagée. Il faut faire du lobbying, il faut embarquer aussi notre monde politique. Hein. Alors, il y a des choses très très bien qui sont faites. Hein. Vous avez le Green Deal européen qui existe. Hein. La déclinaison en France, on a quand même un plan qui s'appelle France 2030. Hein. C'est 54 milliards d'euros qui sont injectés. C'est pas neutre. Hein. C'est de l'argent public. Il faut que les sociétés individuelles aussi mettent de l'argent. Vous avez parlé d'investissements importants. Pour Alfa Laval, on fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a mis sur la table 380 millions d'euros pour la transformation de nos bâtiments, de nos sites industriels. Quelques extensions en fait de capacité. Mais voilà, il faut que ça parle aux gens et il faut que ça soit vraiment dans l'ADN de la société. Et je pense que ça démarre aussi par la tête en fait. Hein.
Là, je vous rejoins complètement. Ouais, ça démarre par le CEO qui va donner vraiment l'impulsion, qui va engager en fait ses top managers et derrière en fait on y croit. Je pense que ce qui nous réunit, c'est quand même la passion de nos métiers et de ce qu'on fait ici. Et qu'on parle de décarbonation, digitalisation, on y croit vraiment. Donc ça, je pense que c'est un point qui est, qui est important et primordial sur cette culture suédoise, avec l'humain qui est un peu au cœur là-dedans. Est-ce qu'on a une différence en France ou pas ? Oui, maintenant, moi, ce que je vois, c'est sur les jeunes générations que l'on rentre, il y a quand même cette volonté de donner du sens à son métier. Alors certes, il faut gagner un salaire à la fin du mois, ainsi de suite, mais ça ne suffit pas. Donc ça nous challenge à nous, chefs d'entreprise, voilà, dans notre manière de piloter les activités, dans le leadership qu'on doit avoir au quotidien. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, je pense que c'est très très bien. Je pense que ces forums-là sont bien. On a eu beaucoup de discussions sur les stands, sur voilà, l'ouverture sur des stages, sur de l'alternance. Je pense que c'est aussi un moyen de faire entrer les jeunes dans les entreprises. Et pour nous, en tant qu'anciens, je dirais, de nous challenger sur nos pratiques managériales et sur le fait de construire ensemble le futur de l'industrie. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir là. Ils ont beaucoup donné et en tout cas c'était très intéressant. On vous remercie tous de vous être mobilisés. Donc on va passer aux questions-réponses. On a droit à quelques questions d'après le règlement intérieur du forum. S'il y en a, mais je suis sûr qu'il y en a plein, à moins qu'on ait tout dit. Mais... Bonjour, je suis Julienne Nadin, je travaille au pôle carrière de la SOS et j'ai une question pour vous. Comment voyez-vous le futur de l'industrie en matière de management ? Ouais, je pense que je vais continuer alors, parce que j'ai entendu que tu étais bien parti. Donc, déjà, il faut expliquer ce qu'est le management. Parce que vous avez pas mal d'études qui sortent aujourd'hui où on dit on a des jeunes générations, ils ne veulent plus aller manager. Déjà. Donc je pense que, je reviens à la Suède, mais on ne parle pas de management, on parle de leadership. Et le leader, c'est pas le leader, l'homme qui est tout seul, c'est au contraire, celui qui est derrière et qui va réussir à embarquer. Donc je pense que le futur du management, j'allais dire encore, mais du leadership, voilà, cette capacité en fait à embarquer les autres. Qu'on ait une approche hiérarchique ou pas, je dirais même là-dedans. Voilà, donc je pense que c'est vraiment là-dedans qu'il faut aller. Et en complément, qu'il soit collectif, parce que c'est vraiment important le collectif. On voit qu'on a des challenges énormes à adresser. Et seul, on ne peut pas y arriver, en fait. C'est trop gros à porter. Et on a besoin de créer de collectif, de développer l'intelligence collective pour qu'ensemble, on y arrive. Et on peut avoir des leaders, c'est très bien, mais il faut aussi embarquer un faisceau large de personnes, d'autres entreprises, tout ce qu'on peut. Moi, j'essaye en permanence d'être rentré en relation avec d'autres entreprises pour justement m'enrichir et puis développer ensemble. Et Dieu sait que c'est pas simple. Et il y a également la question des valeurs, je pense. Bouygues, c'est une boîte qui a eu en 72 ans maintenant que 2 présidents. Francis, qui l'a créé, Martin, qui est actuellement président non exécutif. Et donc ça donne une vision, et même si on est 200 000 dans 80 pays et qu'on a une taille de multinationale, cette notion de l'humain derrière est, à mon avis, extrêmement important, d'avoir une vision claire et de penser à la génération d'après et pas uniquement à un moment de 3 ans, quoi. Merci. Donc j'ai compris qu'à côté de l'IA, il y a l'IC, l'intelligence collective, qu'il ne faut pas oublier. Une autre question de l'assistance. N'hésitez pas, enfin, il faut en profiter qu'ils soient là, parce que après, je ne sais pas s'ils vont rester tout le long. Voilà. Une question au fond. Moi, ma question elle est pour Monsieur Petzel. Il se trouve Ils parlent bien mieux que moi, les gens. C'est vrai. Non. En fait, sur votre site France, il n'y a pas beaucoup d'offres de stage. Ah. Et moi, je suis en recherche de stage chez vous, en ingénieur produit, par exemple, ou tout ce qui a écrit à l'industrie. Et je me demandais si en candidature spontanée, on avait nos chances. Alors, dans la vidéo qu'on m'a demandé de produire, j'avais été assez clair. En ce moment,
notamment dans le monde de l'outdoor, on traverse une turbulence qui est assez forte. Donc c'est vrai que c'est assez fermé actuellement, c'est plutôt replié. Après, il ne faut pas hésiter à postuler. On prend des stagiaires, on est en permanence en transition de stagiaires. Et pour être très honnête, on n'a même pas le temps d'en proposer parce qu'en fait, pour les ingénieurs qui nous rejoignent, c'est génial. Ils pratiquent, ils sont tous passionnés, ils pratiquent à fond. Et puis la semaine, ils travaillent sur les produits qu'ils vont utiliser le week-end. Et c'est génial. Donc c'est vrai qu'on est en permanence sollicité. Il ne faut pas hésiter à postuler. Il va y avoir des annonces qui vont s'ouvrir sous peu. Alors après, est-ce que c'est sous forme de stage? Je ne sais pas. Mais je sais qu'on va en ouvrir quelques-unes. Il ne faut pas hésiter à postuler. Et derrière, c'est pris. Voilà. Alors, peut-être une dernière question qu'on peut prendre encore, parce que je regardais s'il y avait des organisateurs qui me donnaient un peu le go ou no-go. On peut prendre une dernière question, si vous voulez. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Et bon salon et bon forum.